La vie de Stendhal, c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup de voyages. C'est finalement un grand voyageur avant l'heure. Stendhal était une personne curieuse qui travaillait beaucoup. Il n'a pas tout de suite été écrivain. C'était une personne qui aimait l'ironie, un bon vivant. Il a rencontré lors d'un voyage sur le Rhône George Sand et Alfred de Musset. Il y a une description de George Sand et des dessins d'Alfred de Musset qui représentent Stendhal qui va danser sur les tables. C'est une image un peu différente de Stendhal. Je suis actuellement sur une terrasse du centre-ville de Grenoble, surplombant le jardin de ville. J'entends les oiseaux, j'observe le ciel découvert et la vue, celle que Stendhal, 2 siècles plus tôt, pouvait contempler alors qu'il était enfant. Il s'agissait en effet de la terrasse de l'appartement de son grand-père, le docteur Henri Gagnon. Aujourd'hui, l'appartement se visite comme un musée intimiste dédié à l'écrivain, le musée Stendhal. Que représentait cette terrasse pour lui, avec cette vue sur le monde qu'il ne pouvait pas vraiment approcher ? Est-ce que c'est ici qu'il a commencé à écrire ? Pourquoi est-il parti de Grenoble ? Et d'ailleurs, pourquoi s'est-il fait appeler Stendhal ? Toutes ces questions, je me les suis posées à l'occasion du 240e anniversaire de sa naissance. Je vous invite à me suivre dans les rues de Grenoble, sur les pas de Henri Beyle, dit Stendhal. Il y a vraiment eu les JO à Grenoble ? Pourquoi la tour Perret, elle change de couleur la nuit ? On se donne rendez-vous à VH ou au PPM ? Avant, Grenoble, ça s'appelait Cularo. Un narvalos, c'est un bébé phoque ? On peut voir le Mont Blanc depuis la Bastille ? On prend les bulles ou on monte à pied ? Allez, je prends mon vélo et j'arrive. Relief. 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 Le podcast du magazine Gremag. Musée Stendhal, bonjour. Je vous ouvre au fond de la cour à gauche, au 2e étage. Bienvenue au musée. Bonjour. Donc on se trouve ici au musée Stendhal, dit appartement Gagnon, qui est un appartement, musée, maison d'écrivain. Nolwenn Szabó, historienne, chargée des collections Stendhal et médiatrice au musée Stendhal. On se trouve ici dans l'appartement du docteur Gagnon, qui est le grand-père maternel de Stendhal. Stendhal est venu vivre ici quand il avait 7 ans, à la mort de sa mère, avec ses 2 sœurs. Donc le grand-père maternel de Stendhal, à qui appartenait cet appartement, et grand-père adoré de Stendhal, et qui a été un homme avec une grande influence pour la ville de Grenoble et pour la vie de son petit-fils, Henri Beyle, dit Stendhal. Il l'adore pour plusieurs raisons. C'est le côté maternel et il aimait beaucoup sa maman. Sa perte a été brutale et un drame pour toute la famille et il a reporté tout son amour sur son grand-père. Du coup, en opposition, son père était quelqu'un de très strict. Le contact passait beaucoup moins avec son père qu'avec son grand-père qui lui permettait d'aller sur la terrasse, de réfléchir et d'avoir un esprit ouvert. Je n'ai été pour mon père qu'un demandeur d'argent. La froideur a sans cesse augmenté, il ne pouvait pas dire un mot qui ne me déplut. Il aurait été bien difficile qu'il m'aimât. Premièrement, il voyait clairement que je ne l'aimais point. Jamais je ne lui parlais sans nécessité, car il était étranger à toutes ces belles idées littéraires et philosophiques qui faisaient la base de mes questions à mon grand-père et des excellentes réponses de ce vieillard aimable. Stendhal a une enfance assez solitaire, puisque sa famille, son père notamment, souhaite qu'il ait une éducation plutôt de style aristocratique. Il ne souhaite pas que Stendhal joue avec les autres enfants, donc il lui interdit en fait de fréquenter d'autres enfants de son âge, et Stendhal a plutôt une sorte de vie dans cette cage dorée, voit les enfants par exemple jouer dans le jardin de ville, mais ne peut pas aller les rejoindre et jouer avec eux. Donc l'abbé Ryan est l'un des précepteurs que Stendhal a eu pendant son enfance. Dans son autobiographie, La vie de Henri Brulard, il nous en parle en des termes peu élogieux et il préférait 1000 fois plus être avec son grand-père et parler de la nature, des étoiles et de philosophie ou de théâtre. Ses premiers contacts vraiment sociaux avec des enfants de son âge, ça sera quand il rentrera à l'école centrale, à l'âge de 13 ans. Ça ne se passera pas toujours très bien puisqu'il n'aura pas eu les codes sociaux de comment être
à l'aise avec d'autres camarades de classe. Mes parents tenaient toujours fermement au principe de ne pas me laisser avoir communication avec les enfants du commun. Mais les leçons de Monsieur Durand avaient lieu en présence de mon excellent grand-père. En hiver dans sa chambre au point M, en été dans le grand salon du côté de la terrasse en M', et quelquefois en M seconde dans une antichambre où l'on ne passait presque jamais. Le musée se présente avec 2 pièces principales, ce salon et une chambre, et avec 2 petites pièces qui sont une particularité de l'appartement, puisqu'il s'agit d'un cabinet d'études et d'un cabinet d'histoire naturelle. Donc, le cabinet d'études présente une collection d'ouvrages qui sont des ouvrages de cette période-là. Ces livres, Stendhal les lisait notamment avec son grand-père. Donc il avait une érudition et une culture qui était très large, puisque dans la bibliothèque vous avez autant des livres d'histoire, des livres sur les mathématiques, des livres de philosophie, du théâtre, qui s'accompagnent dans un autre petit cabinet qui est le cabinet d'histoire naturelle. Donc dans ce cabinet, on peut voir des spécimens de plantes, de minéraux, d'animaux dans du formol, empaillé, qui en fait montrent la richesse de la nature et qui vient en complément de l'apprentissage qu'on pouvait avoir dans les livres. Il y avait cet espace qui permettrait l'observation de la nature. Étant donné que le docteur Gagnon est un homme des Lumières, du siècle des Lumières, il était très empreint de cette curiosité et de la classification qui se mettait en place à ce moment-là. Ces 2 petits espaces de cabinet se prolongent par une terrasse qui permet de faire une sorte de triptyque entre la lecture, l'observation et la pratique, puisque sur cette terrasse, à l'époque de Stendhal, il y avait des bacs en bois qui permettaient de pratiquer la botanique, et le ciel était dégagé, et Stendhal et son grand-père regardaient les étoiles régulièrement. Pour en savoir plus sur la vie de l'enfant Henri Beyle, j'assiste à une visite guidée dans les rues de Grenoble en son honneur. Avec un petit groupe de Grenoblois et de Grenobloises, nous nous baladons dans la ville, en passant par les lieux qui ont marqué Stendhal. Le faubourg Saint-Joseph dans lequel nous sommes, c'était vraiment un faubourg. On est au cœur de la ville ici, maintenant. Ce qui n'était pas le cas du tout à l'époque de Stendhal. Vincent de Taillandier, guide conférencier à Grenoble. C'est par là que l'on passait pour aller faire les promenades que Stendhal détestait dans le quartier des Granges. Il va détester cela parce qu'il y allait souvent accompagné de son père qu'il n'aimait guère, pour différentes raisons, et de sa tante. Sa mère avait une sœur, donc la tante Séraphie pour Stendhal, le diable en jupon comme dira. Et par la suite, elle a peut-être eu une liaison avec le père de Stendhal, c'est-à-dire que le beau-frère et la belle-sœur se seraient peut-être rapprochés, ce qui a contribué à déplaire d'autant plus à Stendhal. Et dans ses promenades, comme il disait, il était souvent le tiers incommode, et il n'aimait pas du tout cela. La rue qui est derrière vous s'appelle donc la rue Belle-Stendhal. C'était la rue du gaz parce que vous aviez la première usine à gaz de Grenoble était là. En 1857, elle déménage dans le quartier de la Gare. Et donc quand le quartier s'urbanise, on voit dans les délibérations un conseiller municipal, quand il s'agit de nommer la première section de rue près de la place de Metz, il propose de donner le nom de Stendhal parce que c'est un littérateur né à Grenoble. Mais on n'en dit pas plus et personne, à vrai dire, le connaît vraiment. Après sa mort, Stendhal va tomber dans l'oubli, pas complet parce que certains érudits le connaissaient. Je pense que ça aurait beaucoup amusé Stendhal de prendre la place du gaz dans une rue parce qu'il avait quand même beaucoup d'autodérision. Vous êtes à fond. Nous sommes ici devant la maison construite par le père de Stendhal, Jean Chérubin Bel, en 1803-1805. Nous sommes à l'angle des rues de Bonne et Félix Poula, devant le magasin Undies. Et c'est là que le père de Stendhal fait construire sa maison. Donc c'est une époque très, la plus brillante et favorable pour le père de Stendhal, puisque d'avocat, le père de Stendhal devient en quelque sorte gentleman farmer. Et donc il se lance dans des plantations et dans l'élevage des moutons mérinos, ce qui peut paraître un peu bizarre. Et au début, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, je pense que ça étonne un peu Stendhal. Les affaires se passent pas trop mal au départ, puisqu'il peut se faire construire cette demeure. Au début de l'Empire, en 1803-1805, vous voyez, avec un entresol. Il faut dire que le père de Stendhal, depuis 1804, est adjoint du maire de Grenoble, Charles Renaudon, qui est maire depuis 1800.
Et je pense que malgré tout, Stendhal est quand même un petit peu fier de son père. Il sera d'autant plus déçu par la suite parce que le père de Stendhal n'est pas forcément un très bon gestionnaire et n'est pas un gentleman farmer de naissance. Donc vraiment, ça se passe très mal. Il est obligé de tout vendre les terres, etc. Et quand en 1816, Stendhal revient à Grenoble, c'est la douche froide. Parce que là, il apprend que son père a fait de très mauvaises affaires et que ça va très très mal, qu'il a plein de dettes et il est obligé de vendre tous ses biens et même cette maison. Et donc Stendhal comprend qu'en fait, il ne va hériter de rien. Sa haine pour son père reprend parce qu'il se dit qu'il n'est même pas capable de faire ses affaires et de donner quelque chose à ses enfants. Et quand il meurt en 1819, Stendhal et ses 2 sœurs héritent chacune de 3500 francs. Et c'est tout. On va se diriger vers la maison du grand-père. C'est la maison jaune. Ouais, c'est le jaune. Magnifique jaune canard. Enfin, non, un peu pâli. Donc la place Grenette, c'est la place principale de Grenoble et c'est là que habite la famille Gagnon. Donc la maison jaune qui est derrière moi, Stendhal dira d'ailleurs la plus belle situation de la ville de Grenoble. Effectivement, au nord de la place, c'est-à-dire que certes la maison est au nord, mais du coup les fenêtres donnent plein sud et que donc c'est très agréable. La maison est quand même éclairée une grande partie de la journée. Et puis elle est quand même assez imposante, mais le docteur Gagnon est donc administrateur de bibliothèque publique, c'est l'un des organisateurs de l'école centrale, il est aussi membre de l'Académie Delphinale, il est conseiller municipal, il est médecin général de l'hôpital de Grenoble, il a aussi une clientèle à domicile, enfin c'est vraiment quelqu'un de très important. Cette maison-là est achetée par la famille, vers 1700, par la famille du grand-père, donc la famille Gagnon, vers 1728. Mais en 1786-87, le docteur Gagnon décide d'acheter la maison voisine, qui est juste derrière, et qui est un petit peu en retrait. Le Stendhal y bénéficie de 3 escaliers qu'il va utiliser pour échapper à la surveillance de sa tante, la tante Séraphie, qui les surveillait comme les sur le feu. Parce que vous vous rendez compte, il avait le droit, il allait prendre des cours de dessin, Stendhal, mais la tante Séraphie avait minuté le temps qu'il fallait pour aller chez le professeur et revenir. C'est un dragon. Oui, c'était un dragon. Il n'aimait pas se laisser faire, il était pris de liberté et il avait compris qu'en courant, donc en gagnant du temps, il pouvait quand même faire un détour en passant par une autre rue de manière à passer à un endroit où on ne voulait pas qu'il passe parce que si il avait marché à pied, il n'aurait pas pu faire ça. Et il le faisait chaque fois. Dernière étape, nous nous dirigeons vers l'actuel lycée Stendhal, qui, à son époque, était l'école centrale, qui a accueilli Henri Beyle en 1796, année de son ouverture, et où était aussi installée la bibliothèque de Grenoble. Question de nom, école centrale à l'époque révolutionnaire, ça veut dire lycée tout simplement, il y en a une par département. Et c'est là donc que Stendhal va sortir de l'appartement que vous verrez tout à l'heure, où il était quand même un petit peu surprotégé parce qu'il faisait partie de la bourgeoisie notable. On est au cœur du sujet parce que les lieux sont doublement liés à Stendhal par le biais de son grand-père. Le docteur Gagnon, lui, va inscrire son petit-fils à cette école centrale. Enfin, c'est une école qui préparait aux grandes écoles. On pouvait suivre tous les cours que l'on voulait, tout le monde était accepté. Et donc Stendhal se retrouve ici et pour lui, c'est vraiment un changement de vie total. Là, il se retrouve tout d'un coup avec des jeunes de son âge et il est, comme il le dit lui-même, très maladroit avec eux. Il ne sait pas, et comme il dit, mais je ne connaissais pas leur jeu. Les souvenirs de la tyrannie Ryan m'ont fait horreur jusqu'en 1814. Vers cette époque, je les ai oubliés. Les événements de la Restauration absorbaient mon horreur et mon dégoût. C'est ce dernier sentiment, tout seul, que m'inspirent les souvenirs du maître Durand à la maison, car j'ai aussi suivi son cours à l'école centrale, mais alors j'étais heureux, du moins comparativement. Je commençais à être sensible aux beaux paysages formés par la vue des collines des Bains et des Chirolles, et par le beau pré du glacis de la porte de Bonne, sur lesquels dominait la fenêtre de l'école. C'est une personnalité complexe, Stendhal, donc il a à la fois beaucoup d'autodérision, mais en même temps quelque part assez prétentieux malgré tout. Stendhal a une acuité intellectuelle incroyable, mais au début il ne réussit pas tellement parce qu'il n'est pas très à l'aise, donc il n'a pas de très bonnes notes. Et ça déçoit son grand-père, et Stendhal déteste rien plus que tout que de défaire et de décevoir son grand-père. Notamment au premier examen, justement, où il n'a pas une très bonne note la première année, son grand-père dira on voyait surtout que ton gros derrière, c'est-à-dire qu'il était au tableau et c'était très laborieux. Et puis, comme il est un petit peu vexé aussi de ne pas avoir bon résultat, il va se mettre à travailler. Il dit lui-même qu'il avait des cheveux longs, puisqu'il prenait plus le temps même d'aller chez le coiffeur, parce qu'il travaillait ses mathématiques, et effectivement il va gagner le premier prix de mathématiques
quand même, ça correspond plus à l'opinion qu'il a de lui-même. Puis en même temps, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Et c'est parce qu'il a de très bons résultats à l'école centrale, où il va étudier de 1796 à 1799, qu'il va pouvoir partir pour Paris. Ma passion mathématique me jeta dans une profonde solitude de 1797 à 1799. Je puis dire avoir travaillé pendant ces 2 années et même pendant une partie de 1796, comme Michel-Ange travailla à la Sixtine. Ce que je vois aujourd'hui fort nettement, et qu'en 1799 je sentais fort confusément, c'est qu'à mon arrivée à Paris, 2 grands objets de désir constant et passionné tombèrent à rien tout à coup. J'avais adoré Paris et les mathématiques. Paris sans montagne m'inspira un dégoût si profond qu'il allait presque jusqu'à la nostalgie. Les mathématiques ne furent plus pour moi que comme l'échafaudage du feu de joie de la veille. Dans le fait, je n'avais aimé Paris que par dégoût profond pour Grenoble. Puisque Stendhal, lui, quand il est à Paris, il veut devenir écrivain, il veut devenir célèbre, écrire des pièces, etc., plaire aux femmes, etc. Et son père lui envoie que 150 francs par mois pour vivre, ce qui était déjà très bien, mais ne lui permettait pas de s'acheter de beaux vêtements et de vivre en dandy, ce qui fait que, voilà, à Paris, il passe un peu inaperçu, et évidemment, sa vie de jeune, auteur à succès, qui plaît aux femmes et qui mène une vie de bohème, ne se passe pas tout à fait comme il avait prévu. Stendhal n'a pas été écrivain toute sa vie. Après avoir quitté Grenoble, il a démarré une carrière dans l'armée, à ses débuts notamment en tant que commissaire des armées impériales, puis dans l'intendance et la logistique. Il a ainsi suivi les campagnes napoléoniennes en arrière-front, voyageant au gré de ses missions à travers différents pays. Ce moment de l'histoire est un moment assez important puisque c'est le moment où il y a la Révolution et où il y a énormément de changements politiques. La famille de Stendhal est une famille de bourgeois éclairés. Le père de Stendhal est un ultra, pour le roi, un royaliste convaincu, ce qui va entre autres, déterminer le penchant pour Stendhal pour le côté républicain et la liberté. Il voit aussi les prémices de la Révolution, notamment lors de la journée des Tuiles. Il voit des personnes blessées qui rentrent chez elles et ça le marque que des gens du peuple aillent se battre pour leur liberté. La mort du roi, par exemple, son père est anéanti. Donc, en réaction, lui est très content que ce moment soit passé et que la royauté chute pour laisser place à la liberté et à la République. Son grand-père Henri Gagnon recevait beaucoup de personnes chez lui, Antoine Barnave, Mounier aussi. Les discussions politiques, les discussions philosophiques et toute cette éducation de son grand-père lui ont permis en fait de se forger son opinion, de développer son esprit critique. Il a beaucoup bougé dans sa vie. Il découvre l'Italie lorsqu'il est soldat. Quand il rentre à Milan, il est époustouflé et décide d'aller s'installer en Italie et là découvre les beautés de l'Italie et décide d'écrire sur ces sujets, devenir écrivain. Il prend la plume à ce moment-là, en fait, de sa vie. Il commence donc par des écrits qui ne sont pas des romans et va se diriger petit à petit vers les romans avec les romans qu'on connaît, Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. On connaît Stendhal sous le pseudo, son nom de plume Stendhal, qui est le nom de plume qu'il a choisi. Il n'aime pas beaucoup son nom, puisque ça lui rappelle son père et le côté paternel de sa famille, et aime beaucoup avoir des pseudos. Des chercheurs qui ont écumé plus de 200 pseudos que Stendhal a pris tout au long de sa vie. Il a choisi le pseudo, le nom de plume de Stendhal, qu'il écrit Stendhal. Son inspiration vient d'une ville allemande qui s'appelle Stendhal, Stendal. Donc il a rajouté le H en référence à Henri son grand-père et Henriette sa mère. 2 ouvrages de Stendhal nous livrent 2 visions assez contrastées que l'écrivain portait sur Grenoble. Vie de Henri Brulard est un ouvrage autobiographique écrit lorsqu'il avait 52 ans sur son enfance à Grenoble. Puis, Mémoire d'un touriste est à vocation de guide de voyage. Si le premier est plutôt subjectif, empreint de sentiments et de ressentis,
Le second est plus objectif. Je vais vous lire un petit passage de Vie de Henri Brulard où il nous dit « Je supplie le lecteur, si jamais j'en trouve, de se souvenir que je n'ai de prétention à la véracité qu'en ce qui touche mes sentiments. Quant aux faits, j'ai toujours eu peu de mémoire. » Il le répète à plusieurs fois dans son autobiographie que là, ce qu'il raconte, c'est en fonction de ses sentiments et de ce qui se rappelle de ses sentiments à cette époque-là. Élevé sous une cloche de verre par des parents dont le désespoir rendait encore l'esprit plus étroit, sans aucun contact avec les hommes, j'avais des sensations vives à 15 ans, mais j'étais bien plus incapable qu'un autre enfant de juger les hommes et de deviner leurs diverses comédies. Ainsi, je n'ai pas grande confiance au fond dans tous les jugements dont j'ai rempli les 536 pages précédentes. Il n'y a de sûrement vrai que les sensations. Et c'est surtout dans ses mémoires qu'il critique la ville, parce que dans l'ouvrage Mémoires naturiste, il est dithyrambique. Oui. Donc c'est assez complexe. Stendhal, l'écrivain, est véritablement connu de façon posthume. Quand il décède en 1842, Henri Beyle, le diplomate, est consul en Italie. Comment arrive alors la reconnaissance de son talent d'écrivain et le succès que nous lui connaissons aujourd'hui ? Réponse à la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble, où ont été conservés et collectionnés ses manuscrits et ses nombreuses correspondances. Dans cette bibliothèque, nous conservons les collections Stendhal, le fonds Stendhal, qui est assez conséquent. À sa mort, il n'a légué que 3 ouvrages à la bibliothèque de Grenoble. Il n'était pas spécialement fan de sa ville natale et je ne pense pas qu'il avait forcément envie de donner ses livres, mais il a légué ses livres à son ami Louis Crozet. Oui, quand même une immense majorité des manuscrits qui sont conservés ici de Stendhal, c'est lié au don de la veuve de Louis Crozet, amie de Stendhal, qui a donné le point de départ. En 1889, la bibliothèque de Grenoble possède 67 manuscrits de Stendhal, plus des liasses. Et après, au fur et à mesure des années et des conservateurs, la collection s'enrichit. Alors c'est un peu au fil de l'eau pendant quelques années. Et à partir de 1920, la collection va vraiment prendre une dimension avec une réelle politique d'acquisition. Aujourd'hui, la collection Stendhal compte 40 000 pages de manuscrits, 10 000 ouvrages imprimés, des éditions originales jusqu'aux éditions actuelles, avec des thèses, des éditions en langue étrangère. Ensuite, il y a des acquisitions chaque année faites par la bibliothèque pour la correspondance de Stendhal ou des manuscrits qui se promèneraient encore. En fait, Stendhal était très prolifique, notamment en matière de correspondance. C'est les bibliothécaires qui, en premier, ont lancé les éditions des inédits, des manuscrits inédits. La majorité des œuvres de Stendhal publiées sont posthumes et sont liées au fait que ça a été conservé ici, et donc ça a permis aussi une édition. La ville de Stendhal, c'est une série Netflix. Oui. Je dis toujours aux gens, c'est une vraie série Netflix avec des cliffhangers. C'est un personnage qui est très paradoxal, il y a plein d'aspects. Il est complexe en fait. Merci à Nolwenn Sabot, Catherine Gauthier et l'équipe du musée Stendhal à Grenoble. Merci à Vincent de Taillandier et l'équipe de la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble. Lecture d'extrait du livre Vie de Henri Brulard par Aurélien Indjoudjian. Musique Miyou. Réalisation, interview et captation Julie Fontana.